Vous la voyez, la présentation? Oui, professeur, on la voit. Très bien. Donc, je vais enchaîner sur le module d'anapath spécial 2. Je suis chargée de vous parler de neuropathologie. Alors, avant de vous parler des différents chapitres qui sont dans le programme, je vais faire une introduction à l'étude des tumeurs du système nerveux central qui va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Donc, il faut savoir qu'il faut bien entendu un prérequis concernant l'anatomie du système nerveux central et bien sûr quelques notions d'histologie du système nerveux central. Je suppose que c'est bien acquis. Vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Donc, je vous rappelle que le système nerveux central est subdivisé en 2 étages par rapport à l'attente du cervelet. Donc, on distingue l'étage sustentoriel. C'est bien entendu les 2 hémisphères et toutes les formations du système nerveux central qui sont profondes, comme par exemple le thalamus et tous les autres noyaux gris centraux. Et puis en bas de la tente du cervelet, vous avez le cervelet et le tronc cérébral. Donc, pour le raisonnement, disons, clinique, on parle d'étages sustentoriels et d'étages sous-tentoriels. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que je progresse dans le cours pourquoi est-ce que c'est important. Donc, sur le plan histologique, tout le monde sait que le parenchyme cérébral est constitué de neurones et de cellules gliales. Les cellules gliales sont subdivisées en 2. Ce sont les cellules macrogliales et les cellules microgliales. Les cellules macrogliales, vous savez que ce sont les astrocytes, les oligodendrocytes et les cellules épandymères. Et puis, les cellules microgliales proviennent des monocytes sanguins et correspondent à des macrophages. Et bien entendu, les macrophages, ce sont des cellules qui appartiennent aux cellules de l'immunité. Donc, sur cette microphotographie, je vous montre je vais mettre le pointeur peut-être. Option pointeur. Alors, donc ici, les astrocytes, on les reconnaît grâce à ce noyau qui est arrondi avec une chromatine granuleuse. Et bien entendu, il se trouve dans un fond fibrillaire. Le fond fibrillaire, ce sont tous les prolongements des cellules gliales qui vont s'enchevêtrer et donner ce fond glial. Donc, on n'a pas un cytoplasme bien individualisé, on a des prolongements gliaux. Vous avez ici les grandes cellules avec un cytoplasme abondant et un noyau fortement nucléolé qui correspondent aux neurones. Et collées aux neurones, vous avez ces cellules rondes qui ont un halo clair et qui correspondent aux oligodendrocytes. Pourquoi est-ce qu'ils sont accolés aux neurones? Tout simplement parce que l'oligodendrocyte, vous savez que c'est lui qui va synthétiser la myéline qui se trouve autour des axones des neurones. Donc, sur un schéma emprunté d'un livre d'histologie que vous pouvez trouver facilement dans votre bibliothèque à la faculté de médecine, on schématise ici la cellule astrocytaire qui a de très nombreux prolongements. D'ailleurs, on l'appelle astrocyte parce qu'elle a cet aspect stellaire. Donc, les prolongements, ils vont vers la partie sous-piale, ils vont vers les capillaires sanguins pour former ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et bien entendu, ça va vers les autres cellules, l'oligodendrocyte et le neurone, parce que l'astrocyte,
Non seulement c'est une cellule de soutien, mais c'est une cellule nourricière. Vous avez ici le schéma en vert de l'oligodendrocyte qui a pour rôle de synthétiser la gaine de myéline autour des axones des neurones. Et en jaune ici, vous avez un neurone. Et puis les cellules vert clair ici, ce sont les cellules qui sont toujours là présentes dans le parenchyme cérébral, qui sont des cellules microgliales qui proviennent des monocytes sanguins. Donc, ce sont des cellules de l'immunité. Et puis, vous avez aussi une troisième sorte de cellules gliales spécialisées qu'on appelle l'épendymocyte, qui va tapisser la cavité ventriculaire. Les épendymocytes qui ont pour rôle de synthétiser le liquide céphalorachidien. Donc, sur le plan épidémiologique, les tumeurs cérébrales sont plutôt rares. Elles représentent 1% des tumeurs de l'adulte, mais elles sont très fréquentes chez l'enfant. C'est la deuxième cause de cancer chez l'enfant après les leucémies, et c'est la première tumeur solide de l'enfant. Donc, c'est dire l'importance d'étudier les tumeurs du système nerveux central, notamment chez l'enfant. Alors, chez l'adulte, on distingue les tumeurs primitives et les tumeurs secondaires. Dans les tumeurs primitives, on distingue les bénignes et on distingue les malignes. Et parmi les tumeurs primitives les plus fréquentes, on a dans l'ordre tout d'abord les méningiomes, suivis des gliomes, suivis des adénomes hypophysaires. Et les tumeurs secondaires, elles constituent à peu près un quart des tumeurs intracrâniennes de l'adulte. Les tumeurs secondaires, ce sont les métastases que nous allons voir tout à l'heure après le cours sur les gliomes. Chez l'enfant, on distingue aussi les tumeurs primitives et les tumeurs secondaires. Ici, il faut savoir que les tumeurs secondaires, c'est-à-dire les métastases, elles sont plutôt rares chez l'enfant. Tandis que les tumeurs primitives, elles sont soit bénignes, soit malignes. Et les plus fréquentes chez l'enfant, elles sont dans l'ordre que j'ai mis sur cette diapo. Tout d'abord, les gliomes, dominés par l'astrocytome pilocytique, qui est un gliome de bas grade, de grade 1. C'est une tumeur bénigne. Suivi des tumeurs embryonnaires, qui sont des tumeurs malignes. Suivi de l'épendymome, qui peut être de bas grade ou de haut grade, l'épendymome qui ne fera pas l'objet du cours de neuropathe programmé pour vous en 4e année. Donc, on verra surtout les gliomes et les tumeurs embryonnaires chez l'enfant. Alors, sur cette diapo, j'ai essayé de récapituler les principaux types histologiques pour ne pas mettre toute l'OMS. À côté des métastases, on a les tumeurs cérébrales primitives et elles sont classées en fonction de la nature de la cellule de laquelle proviennent ces tumeurs. Donc, quand la cellule provient des cellules gliales, on l'appelle tumeur gliale. Et au sein des tumeurs gliales, vous avez plusieurs types histologiques. Par exemple, l'astrocytome pilocytique, qui est fréquemment observé chez l'enfant. Par exemple, les astrocytomes diffus, les oligodendrogliomes diffus et le glioblastome, qui se voient surtout chez l'adulte. Le glioblastome étant le gliome le plus fréquent. Il est aussi le plus méchant, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, vous avez la rubrique des tumeurs cérébrales primitives non gliales, que nous n'allons pas étudier parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc, on verra surtout les gliomes, notamment chez l'adulte et chez l'enfant. De toute façon, ça sera surtout les tumeurs gliales que nous allons étudier dans ce cours. On peut aussi avoir des tumeurs hématopoïétiques au niveau du système nerveux central. On distingue aussi les tumeurs de la glande hypophysaire, les autres tumeurs de la région cellaire, comme par exemple le crânio-pharyngiome. On va en parler la fois prochaine. Et puis le schwannome et les neurofibromes qui sont tout aussi fréquents. Mais il y a aussi toute une classification
La classification actuelle qu'on utilise actuellement en pratique quotidienne pour typer les tumeurs du système nerveux central, c'est celle de l'OMS 2016, qui d'ailleurs va bientôt être revue. On aura une 5e édition très prochainement de la classification de l'OMS des tumeurs du système nerveux central qui n'est pas encore sortie. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'OMS 2016. Donc, vous avez ici une partie des tumeurs classées dans l'OMS 2016. L'OMS 2016 qui définit et décrit plus d'une centaine de types histologiques de tumeurs du système nerveux central qui sont regroupés en 18 rubriques. Et vous voyez bien que c'est trop long pour parler de toutes ces tumeurs en 4 heures de cours, c'est impossible. Et c'est pour cela que pour les 4e années de médecine, nous avons choisi de vous parler des tumeurs du système nerveux central les plus fréquentes. Alors, on classe bien sûr en fonction de la nature de la cellule, mais pour une stratégie diagnostique, on fait une classification topographique tout d'abord, puis après on va vous montrer que pour la stratégie diagnostique, on utilise une classification topographique et histologique et en fonction de l'âge. Donc en fonction de 3 choses, de la topographie, de l'histologie et de l'âge. Donc je commence déjà par vous parler d'une classification topographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'étage substentoriel, vous avez un certain nombre de types histologiques qui se voient souvent au niveau de cet étage-là, et vous avez un certain nombre de tumeurs de type histologique, qui se voient souvent à l'étage sous-tentoriel. Alors, juste pour reschématiser ce que c'est que l'étage subtentoriel et l'étage sous-tentoriel. Et puis, je vous demande de bien comprendre et de bien apprendre ce tableau qui vous donne les tumeurs les plus fréquentes en fonction de la topographie, en fonction du type histologique et en fonction de l'âge. Donc, d'une part chez l'adulte et d'autre part chez l'enfant. Donc, chez l'adulte, 70% des tumeurs sont localisées en sus-tentoriel, tandis que chez l'enfant, 70% des tumeurs sont observées au niveau de l'étage sous-tentoriel. Et chez l'adulte, au niveau de l'étage sus-tentoriel, on observe fréquemment des métastases, on observe fréquemment des méningiomes et fréquemment des gliomes. Donc, ce sont les 3 tumeurs les plus fréquentes observées chez l'adulte et 70% d'entre elles se situent à l'étage sus-tentoriel. Chez l'enfant, c'est le contraire. Les tumeurs sont localisées surtout en sous-tentoriel, donc au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et les tumeurs les plus fréquemment observées chez l'enfant et au niveau de cet étage-là, ce sont les astrocytomes pilocytiques, qui sont des gliomes de bas grade, ce sont des gliomes bénins. C'est le méduloblastome, qui est une tumeur embryonnaire maligne, et c'est l'épendymome, qui peut être de bas grade comme il peut être de haut grade. Ce tableau est très important à retenir. D'ailleurs, il fait partie des objectifs de la leçon. Alors, cette classification topographico-histologique et en fonction de l'âge, elle date déjà d'il y a très longtemps. Elle a été proposée par Escurol et Poirier en 1977 et elle reste toujours d'actualité. C'est cette classification qui est utilisée dans la stratégie diagnostique pour émettre des hypothèses. Et bien sûr, c'est l'ANAPAT qui va permettre de confirmer le type histologique en faisant une analyse microscopique plus ou moins immunohistochimique. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette classification topographico-histologique, vous pouvez
voir la référence de l'encyclopédie médico-chirurgicale de neurologie, dont je vous donne ici la référence. Et sur mes diapos, je vous laisse tout le récapitulatif des tumeurs intracrâniennes chez l'adulte et chez l'enfant en fonction de la localisation. Donc voici la suite. Et donc, pour la stratégie diagnostique d'une tumeur cérébrale, c'est bien entendu une symptomatologie clinique, en précisant l'âge. C'est bien entendu une imagerie, l'examen de référence étant l'imagerie par résonance magnétique, qui va permettre de donner une description macroscopique de la lésion, de la tumeur. Et bien sûr, la confirmation, elle est anatomopathologique. Les signes cliniques des tumeurs cérébrales ne sont pas spécifiques. La sémiologie dépend de la localisation de la tumeur. Il faut savoir que les épilepsies sont très fréquentes dans les tumeurs cérébrales et on peut avoir un syndrome d'hypertension intracrânienne. Vous comprenez très bien qu'une tumeur peut donner un effet de masse et peut comprimer les voies d'écoulement du LCR en entraînant une obstruction et par conséquent une hypertension intracrânienne. L'imagerie par résonance magnétique, c'est l'examen de référence en matière de tumeurs du système nerveux central. Cette imagerie par résonance magnétique, l'IRM, elle permet de localiser la tumeur, donc montrer si elle est sustentorielle, sous-tentorielle, si elle est dans le parenchyme ou en extra-parenchymateux, si elle est unique ou multiple. Et aussi, elle permet, l'IRM, de préciser les caractéristiques de la tumeur en montrant son aspect homogène ou hétérogène, en montrant si elle prend le contraste ou pas, en montrant si elle a un effet de masse sur les structures de voisinage, en montrant s'il y a un œdème périlésionnel, s'il y a des calcifications, s'il y a des remaniements kystiques, nécrotiques, et il y a une image radiologique particulière qu'on observe notamment dans le glioblastome, c'est la prise de contraste irrégulière en anneau. Je vais vous montrer tout à l'heure des images de cette prise de contraste en anneau. Et l'imagerie permet enfin d'apporter des arguments pour le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel, ça marche pas. Ça bloque. Quelque chose qui bloque. Vous m'entendez toujours? Oui, professeur, on vous entend. Ça bloque pour... Professeur, essayez de quitter le diaporama ensuite. Oui, c'est ce que j'essaie. Je mets échappe et ça ne s'échappe pas. Alors, que se passe-t-il? Professeur, cliquez par bouton droit, ensuite arrêtez la présentation. Ah, d'accord. Alors, comment on va faire? Escape. Ça va, vous m'entendez? Oui, mais on ne voit pas. Ah, d'accord. Hum. Vous ne le voyez toujours pas?
Non, toujours pas. Alors, Je pense qu'il faut représenter. d'accord. Ça, ça va? Ça va? Vous voyez? Oui, maintenant on voit. Parfait. Donc, je vais continuer comme ça sans mettre le diaporama, c'est mieux, je pense. Donc, D'accord. j'arrive. Donc, le diagnostic différentiel, c'est tout d'abord l'abcès cérébral parce que lui aussi peut donner cet aspect d'image en cocarde. Le tuberculome est un diagnostic différentiel. La toxoplasmose peut entraîner aussi un aspect pseudotumoral. Et vous avez certaines maladies comme la sclérose en plaques, la sarcoïdose et le B7 qui peuvent donner des aspects pseudotumoraux. Donc, le diagnostic, bien entendu, il est anapathe après avoir fait l'imagerie par résonance magnétique. Le neurochirurgien va faire soit une biopsie, soit une exérèse chirurgicale. Il va nous confier du tissu à examiner au laboratoire. Et nous, on doit observer au microscope en confrontant l'aspect observé avec l'âge et l'imagerie. Enfin, le traitement des tumeurs cérébrales, c'est bien entendu l'exérèse chirurgicale, suivi ou non de chimiothérapie ou de radiothérapie en fonction du grade du type histologique, donc en fonction du type histologique et de son grade. Le pronostic dépend du grade de la tumeur, comme on va le voir tout à l'heure, et il dépend aussi de certaines caractéristiques moléculaires que je vais essayer de vous montrer tout à la fin du chapitre sur les gliomes. Alors, après cette introduction à l'étude des tumeurs du système nerveux central, je vous présente le plan du cours. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les gliomes et les métastases cérébrales. J'espère qu'on aura le temps. Et puis, la prochaine fois, on va voir les méningiomes, les tumeurs embryonnaires du système nerveux central de l'enfant et enfin les tumeurs de la région cellaire. Donc, aujourd'hui, on va voir les gliomes et les métastases. Alors, les gliomes, je ne reviens pas sur le rappel histologique. Les cellules gliales, je vous rappelle que c'est soit l'astrocyte, soit l'oligodendrocyte, soit les cellules épandymères. Aujourd'hui, on va vous parler d'astrocytome et d'oligodendrogliome et on ne va pas parler d'épandymome, faute de temps. Donc, ça, c'est la microphoto que je vous ai montrée tout à l'heure pour vous rappeler ce que c'est que l'astrocyte, ce que c'est que le neurone et ce que c'est que l'oligodendrocyte. Et
Il faut savoir que les gliomes sont les tumeurs primitives les plus fréquentes du système nerveux central, quel que soit l'âge. On distingue les gliomes en fonction du type cellulaire, encore une fois, l'astrocytome et l'oligodendrogliome. Il y a aussi le glioblastome qui est une tumeur de nature astrocytaire. On distingue les gliomes en fonction de leur caractère circonscrit ou diffus. Et on les distingue aussi en fonction de leur grade. Il y a les gliomes de bas grade et les gliomes de haut grade. Alors le grade, c'est quoi? Il est défini par 4 critères. C'est la présence d'atypie nucléaire, c'est la présence d'une activité mitotique, c'est la présence de nécrose et c'est la présence de la prolifération endothéliaux-capillaire. Alors, la classification de l'OMS, elle définit les gliomes en fonction de 3 choses. En fonction de type histologique, c'est-à-dire de la nature cellulaire, astrocytes, oligodendrocytes, etc. Elle définit le gliome en fonction du grade et elle définit le gliome en fonction de son profil moléculaire. Donc, non seulement dans un compte rendu, vous verrez le nom du type histologique, par exemple astrocytome, vous verrez le grade, par exemple grade 2, et vous verrez aussi un profil moléculaire, par exemple IDH1 mutant. Alors, sur ce tableau, j'ai récapitulé les gliomes en fonction de la cellule d'origine et en fonction du grade selon l'OMS 2016. Alors, l'exemple de lésion circonscrite le plus fréquent, c'est un gliome d'origine ou de nature astrocytaire qu'on appelle l'astrocytome phylocytique et il est de grade 1. Le grade 1 équivaut à la bénignité en matière de tumeur du système nerveux central. Les lésions infiltrantes, quant à elles, elles peuvent être de bas grade comme elles peuvent être de haut grade. Donc, les lésions de bas grade comme de haut grade peuvent être de nature astrocytaire ou oligodendrocytaire et on parlera d'astrocytome diffus de grade 2, d'oligodendrogliome de grade 2 pour les lésions infiltrantes de bas grade. Donc, le bas grade, c'est le grade 2. Et pour les lésions infiltrantes de haut grade, elles peuvent être de nature astrocytaire ou oligodendrocytaire là aussi. Et on parlera d'astrocytome anaplasique de grade 3. On parlera d'oligodendrogliome anaplasique de grade 3. Et on parlera de glioblastome, qui est une tumeur gliale de nature astrocytaire de grade 4. Et vous constatez qu'il n'y a pas d'oligodendrogliome de grade 4. L'OMS ne définit pas de grade 4 pour les tumeurs gliales d'origine oligodendrocytaire. Ceci est un schéma de la configuration spatiale proposé il y a très longtemps par Madame Doma Duport, qui nous permet de comprendre ce que c'est que le caractère infiltrant. Donc, le caractère infiltrant, dans les grades 2 et les grades 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le tissu tumoral au centre et ça veut dire qu'il y a des cellules tumorales isolées qui vont s'échapper de la tumeur, de la masse tumorale qui se trouve là au centre, qui a un contour mal limité, c'est pas rond, c'est mal limité, et toutes ces cellules tumorales isolées qui vont s'échapper de la tumeur, elles vont entraîner un caractère diffus de façon anarchique, si bien que quand il y a une exérèse chirurgicale, dans les gliomes de grade 2, de grade 3 et même de grade 4 concernant le glioblastome, le traitement chirurgical est toujours suivi d'une chimio ou d'une radiothérapie parce que l'exérèse chirurgicale risque de ne pas être complète. Peut-être qu'il y a des cellules tumorales isolées qui vont s'échapper très très loin dans le parenchyme cérébral et le neurochirurgien ne voit pas où va la cellule
tumorale isolée la plus lointaine, il va juste réséquer ce qu'il voit. Autrement dit, la masse tumorale au centre ici est un peu dans la périphérie, mais il ne maîtrisera jamais toutes les cellules tumorales isolées qui vont diffuser loin par rapport à la tumeur centrale. Alors, les gliomes circonscrits, ils sont non infiltrants ou très peu infiltrants. L'exérage chirurgical, elle arrive à les maîtriser. Le plus fréquent est l'astrocytome pilocytique, défini par un grade 1 de l'OMS. L'astrocytome pilocytique, il se voit surtout chez l'enfant au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, il est surtout localisé au niveau du cervelet et du tronc cérébral. La croissance de l'astrocytome pilocytique, elle est lente et le traitement, c'est l'exérèse chirurgicale. L'astrocytome pilocytique, bien entendu, il est visualisé, bien entendu, par une imagerie par résonance magnétique. Il apparaît bien limité. Souvent, c'est une image mi-kystique, mi-solide. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et quand on regarde au microscope, c'est une tumeur qui a une faible densité cellulaire, qui montre des atypies nucléaires. Donc, les noyaux sont différents des noyaux d'un astrocyte normal. Il est beaucoup plus gros, il est hyperchromatique, il est irrégulier. On verra des fibres de Rosenthal. La fibre de Rosenthal, c'est quoi? C'est un agrégat de filaments intermédiaires provenant des prolongements fibrillaires de la cellule astrocytaire tumorale. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur une microphoto. Et enfin, la quatrième caractéristique microscopique, c'est l'aspect microkystique du fond fibrillaire dans l'astrocytome pilocytique. Voici une image à gauche sur une imagerie par résonance magnétique d'un astrocytome pilocytique. Et en fait, l'image classique, c'est celle-là. C'est un kyste bien limité. Vous avez dû voir ça en neurochirurgie aussi. Dans vos cours de neurochirurgie, on a dû vous en parler. Un kyste bien limité dans lequel il y a une partie solide qui prend le contraste. Donc, on appelle ça une image en grelot. À droite, vous avez un étalement cytologique de cet astrocytome pilocytique qui vous montre des cellules astrocytaires qui sont nombreuses avec des prolongements bipolaires qui partent de part et d'autre du noyau, qui est ici allongé, hyperchromatique. Et puis sur une copistologie, vous avez vous avez d'abord une cellularité qui est très faible, et vous avez tantôt un aspect comme ça, cellulaire un peu plus dense que ce qui est visible ici en blanc. Et ce qui est visible en blanc ici, c'est l'aspect microkystique dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente. Vous avez ici deux photos. Une photo à gauche du tissu cérébral normal. Ces deux photos sont prises au même grossissement 20. Donc, à gauche, c'est le tissu cérébral et ça vous permet de le comparer avec, à droite, l'astrocytome pilocytique. Donc, vous voyez que le tissu cérébral normal, les cellules ont des noyaux qui sont beaucoup plus petits. Les cellules sont espacées, elles sont équidistantes, tandis que la tumeur, les noyaux sont plus gros, ils sont hyperchromatiques, ils sont plus ou moins réguliers, ils sont les uns à côté des autres parce que ça prolifère, il s'agit d'une tumeur. Et vous avez un fond fibrillaire qui est un peu plus dense que le fond fibrillaire d'un tissu cérébral normal. Vous voyez qu'ici, il est un peu plus rose parce qu'il est un peu plus dense. Et vous avez ici la fameuse fibre de Rosenthal qui correspond à une condensation des prolongements fibrillaires des astrocytes tumoraux
et il s'agit d'un agrégat ou d'un amas de filaments intermédiaires. Vous savez que les filaments intermédiaires sont des constituants du cytosquelette des cellules. Vous avez ici une cytologie qu'on appelle en anglais la smear. C'est une smear d'un astrocytome pilocytique qui vous montre cet aspect chevelu des prolongements cytoplasmiques des astrocytes tumoraux. Et puis vous avez ici les noyaux des astrocytes. Sur une coupe, vous avez, comme je viens de le montrer sur la diapo précédente, c'est la même image, une prolifération tumorale de densité cellulaire plutôt faible par rapport à un gliome de plus haut grade, avec un fond fibrillaire microkystique. L'aspect microkystique, ce sont toutes ces petites fentes blanchâtres ou blanches, elles sont même optiquement vides. Et puis au centre ici, la fibre de Rosenthal. Et puis tous les noyaux ici, ce sont des noyaux d'astrocytes tumoraux. Une autre photo avec un plus fort grandissement, un grandissement en 40, pour vous montrer les fibres de Rosenthal qui sont fléchées ici en jaune. Voilà, ce sont toutes ces condensations ou agrégats de filaments intermédiaires. Alors, ces fibres de Rosenthal, on les observe souvent dans les astrocytomes pilocytiques, mais elles ne sont pas pathognomoniques de l'astrocytome pilocytique. Les fibres de Rosenthal, elles peuvent aussi se voir dans d'autres lésions comme les glioses réactionnelles. Les autres gliomes circonscrits à part l'astrocytome pilocytique et qui ne seront pas détaillés dans ce cours et qui sont aussi de grade 1 comme l'astrocytome pilocytique, ils sont beaucoup moins fréquents. Ce sont le gangliogliome, le xanthoastrocytome pléomorphe et la tumeur neuroépithéliale dysembryoplastique. Toutes ces cellules se voient dans un contexte clinique particulier d'épilepsie pharmacorésistante. Alors, les gliomes infiltrants maintenant. Le gliome infiltrant, c'est le contraire de circonscrit. Donc, infiltrant, c'est toutes ces petites cellules isolées qui vont s'échapper et s'infiltrer autour de la masse tumorale centrale. Les gliomes infiltrants, qu'on appelle encore gliomes diffus, se voient surtout dans les hémisphères cérébraux. Ce sont des gliomes qui évoluent inexorablement vers des lésions de haut grade. Et ces gliomes infiltrants sont gradés selon l'OMS en grade 2, le bas grade, et en grade 3 et 4, le haut grade. Le plus fréquent des gliomes infiltrants, c'est le glioblastome. Il s'agit d'un gliome d'origine astrocytaire qui est de haut grade et c'est le grade 4 de l'OMS. Je reprends mon schéma de la configuration spatiale pour remontrer ce que c'est qu'un gliome infiltrant. Ça veut dire quoi, infiltrant ou diffus? Ça veut dire que ce sont des cellules tumorales isolées qui vont s'échapper de la tumeur et qui pour aller comme l'exemple du glioblastome. Le glioblastome, quand il est là, c'est une maladie de tout le cerveau. Alors, ces petites cellules isolées, il n'y a que l'anapathe qui les voit. La radiologie ne permet pas de montrer les cellules isolées et le neurochirurgien ne pourra pas maîtriser jusqu'où va la cellule tumorale isolée qui infiltre autour du gliome, autour de la masse tumorale centrale. D'où l'importance, bien entendu, de l'examen anapathe. Alors, dans les gliomes diffus ou infiltrants, on distingue le grade 2, c'est le bas grade. L'âge moyen de survenue se situe entre 35 et 45 ans. Donc, vous comprenez qu'il est fréquent chez l'adulte, mais il peut aussi se voir rarement chez l'enfant. Il peut rester longtemps asymptomatique, ce gliome de grade 2. Cliniquement, il donne des crises comiciales, donc des crises épileptiques.
Et l'imagerie par résonance magnétique permet de montrer sa localisation. Souvent, ils sont localisés au niveau frontal, temporal ou insulaire, mais bien entendu, ils peuvent toucher aussi les autres localisations du système nerveux central. La lésion est bien limitée radiologiquement, ne prenant pas ou peu le contraste. Et on peut trouver des calcifications, dans 40% des cas, dans le gliome de nature oligodendrogliale, donc dans l'oligodendrogliome. L'examen histologique, donc l'examen anapathe, il va permettre de faire le diagnostic d'astrocytome de grade 2 ou d'oligodendrogliome de grade 2. L'astrocytome de grade 2, il a une densité cellulaire modérée, ça veut dire qu'elle est augmentée par rapport à la substance blanche normale. Les astrocytes, ils peuvent être de type fibrillaire ou gémistocytique. Que veut dire fibrillaire et gémistocytique? Fibrillaire, ça veut dire que l'astrocyte possède des prolongements fibrillaires, comme un astrocyte normal d'ailleurs. Et gémistocytique, ça veut dire qu'il acquiert un cytoplasme abondant, mais il garde quand même les prolongements fibrillaires. C'est comme ça qu'on reconnaît l'astrocyte gémistocytique. L'astrocytome de grade 2 a des atypies nucléaires, donc ce sont des noyaux qui sont par rapport à un noyau normal, qui sont augmentés de taille, qui sont hyperchromatiques et qui sont plus ou moins réguliers. Et on tolère la présence d'une mitose sur 10 champs dans l'astrocytome de grade 2. Vous allez voir que plus le grade augmente, plus l'activité mitotique augmente. Voici une image microphotographique d'un astrocytome de grade 2. Vous voyez que la densité cellulaire, elle est plus importante par rapport à un tissu nerveux normal. Les noyaux sont beaucoup plus gros que l'astrocyte normal. Vous avez le fond fibrillaire, bien sûr, qui suggère la nature gliale de cette tumeur. Et quand on examine au microscope, on fait le compte des mitoses. Et dans ce gliome ou cet astrocytome de grade 2, on en trouve une tous les 10 champs. Donc, il y a très peu d'activité mitotique dans l'astrocytome de grade 2. Voici la photo à gauche d'un tissu nerveux normal. Voici la photo à droite d'un astrocytome de grade 2 qui vous permet de comparer la cellularité tout d'abord et puis la taille des noyaux qui est beaucoup plus grande dans l'astrocytome de grade 2. Les cellules dans le tissu nerveux normal, encore une fois, elles sont très espacées, elles sont équidistantes dans un fond fibrillaire. Vous avez ici les noyaux qui sont beaucoup plus gros, qui sont hyperchromatiques, plus ou moins réguliers, qui sont dans un fond fibrillaire remaniés par des microkystes. Ce sont toutes ces petites lacunes blanches optiquement vides que vous voyez dans le fond fibrillaire ici de cette tumeur gliale qu'on appelle l'astrocytome. Et il est de grade 2 dans ce cas de figure. L'oligodendrogliome de grade 2, quant à lui, montre une prolifération de cellules arrondies qui ont des noyaux réguliers, tandis que dans l'astrocytome, le noyau il est plutôt irrégulier. Le cytoplasme est clarifié du fait d'un halo clair périnucléaire. C'est caractéristique de la cellule oligodendrogliale, qu'elle soit normale d'ailleurs ou tumorale. Et ça donne un aspect dit en nid d'abeille. Je vais vous le montrer sur la microphotographie. La vascularisation, elle est agencée en réseau parce que les capillaires, ils sont branchés. Et comme ils sont branchés, ils donnent un aspect de réseau. Et leur paroi, elle est fine. Donc, ce sont des capillaires fins qui vont s'agencer en réseau dans ce type de tumeur qu'on appelle l'oligodendrogliome.
Les atypies nucléaires, elles sont possibles et les mitoses, elles peuvent se voir tout comme dans l'astrocytome de grade 2. Donc il y a des mitoses, mais elles sont en nombre très faible. Voici la microphotographie d'un oligodendrogliome de grade 2. Donc vous voyez que les cellules sont nombreuses, elles sont les unes à côté des autres, elles ont des noyaux ronds, réguliers, avec une chromatine qui paraît sur cette photo dense, avec des halos clairs périnucléaires, donc ce sont toutes ces lacunes blanchâtres optiquement vides qui se voient autour de chaque noyau dans l'oligodendrogliome. Et puis vous avez ici en rouge les capillaires qui ont des parois fines et qui sont allongés ici, branchés. Vous avez ici un capillaire branché et ça forme un réseau. Vous avez ici ce capillaire branché qui va rejoindre l'autre capillaire, qui lui-même va rejoindre un autre capillaire et entraîner comme ça un aspect en réseau. Cette microphotographie a pour but de vous montrer le halo clair périnucléaire et vous montrer ce que l'on appelle l'aspect en nid d'abeille. Dans le gliome de grade 3, qu'on appelle encore le gliome anaplasique, il survient soit de novo, soit il résulte du passage d'un grade 2 à l'anaplasie, c'est-à-dire un oligodendrogliome de grade 2 peut devenir oligodendrogliome de grade 3, un astrocytome de grade 2 peut devenir un astrocytome de grade 3, qui peut lui-même devenir un glioblastome, qui est le gliome astrocytaire de grade 4. L'imagerie par résonance magnétique dans l'astrocytome de grade 3 montre cette fois-ci une lésion mal limitée, même radiologiquement, qui prend partiellement le contraste, entourée d'un œdème péritumoral et qui donne un effet de masse. Dans l'oligodendrogliome de grade 3, on peut avoir plusieurs aspects de kystisation, de remaniement hémorragique, de remaniement nécrotique, et ce gliome peut prendre le contraste ou ne pas prendre le contraste, contrairement à l'astrocytome de grade 3 qui prend partiellement le contraste, toujours. Quand on examine le spécimen qu'on nous confie, soit la biopsie, soit l'examen chirurgical, on va faire le diagnostic d'astrocytome de grade 3 ou d'oligodendrogliome de grade 3. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous décrire ici. Alors, tout d'abord, l'astrocytome de grade 3, qu'on appelle encore anaplasique. Quand vous entendez parler d'astrocytome anaplasique, c'est l'astrocytome de grade 3. C'est la même chose. Alors, quand on regarde au microscope, l'astrocytome de grade 3, il a une densité cellulaire élevée, beaucoup plus élevée que le grade 2. Il montre des atypies nucléaires, comme dans le grade 2, et cette fois-ci, les mitoses sont fréquentes. Ici, on dénombre 2 mitoses à plus de 2 mitoses. Donc, c'est supérieur ou égal à 2 mitoses qu'il faut trouver pour définir un astrocytome de grade 3. Donc, il faut avoir tous ces critères pour dire en conclusion, il s'agit d'un astrocytome de grade 3. Par contre, contrairement à l'oligodendrogliome de grade 3, il n'y a pas de prolifération endothéliaux-capillaire et il n'y a pas de nécrose. Voici un astrocytome de grade 3 qu'on appelle anaplasique. Vous voyez que la densité cellulaire est très élevée. Vous voyez que les noyaux, ils sont denses, ils sont hyperchromatiques, ils sont de taille variable, on parle d'anisocariose, et ils ont un contour plus ou moins régulier. Ils sont même parfois allongés comme ici. Comme ici. Ici. Alors,
Alors, bien sûr, ici, on n'a pas schématisé de mitose. La photo n'a pas pris les mitoses, mais dans l'astrocytome de grade 3, il existe une activité mitotique supérieure ou égale à 2 mitoses par 10 champs. Ça fait partie des critères du diagnostic. Alors, l'oligodendrogliome de grade 3, quand on le regarde au microscope, il a le même aspect que le grade 2, c'est-à-dire cet aspect en nid d'abeille, avec des noyaux ronds réguliers, avec un halo clair périnucléaire, avec une vascularisation branchée. Mais cette vascularisation branchée, de temps en temps, elle montre ce qu'on appelle la prolifération endothéliо-capillaire. La prolifération endothélio-capillaire, l'activité mitotique significative et la nécrose doivent être présentes pour conclure un oligodendrogliome de grade 3. Si vous n'avez pas d'activité mitotique significative, s'il n'y a pas de PEC et ou nécrose, il s'agit d'un oligodendrogliome de grade 2 seulement. Donc dans le grade 3, il faut avoir l'activité mitotique significative avec PEC et ou avec nécrose. Et quand on a les 3 critères, bien sûr, c'est beaucoup plus facile et on conclut un oligodendrogliome de grade 3 sans problème. Voici la microphotographie d'un oligodendrogliome anaplasique de grade 3. Vous voyez que les cellules sont nombreuses, elles sont les unes à côté des autres parce qu'il s'agit d'une tumeur. Elles sont agencées dans un faux fibrillaire puisqu'il s'agit d'un gliome. Et puis, vous avez des halos clairs périnucléaires. Les noyaux sont ronds réguliers, contrairement aux noyaux de l'astrocyte. Et surtout, vous avez ici la PEC, la prolifération endothéliо-capillaire. Ce sont des vaisseaux qui sont bouchés par une prolifération endothélio-capillaire. Là aussi, c'est une petite PEC. Donc, vous avez 1, 2, 3 PEC. Ici, vous n'avez pas encore de PEC, l'endothélium n'est pas encore proliférant. Alors, le glioblastome, c'est le gliome le plus fréquent et le plus méchant. Il s'agit d'un gliome infiltrant de grade 4 de l'OMS 2016. Il est défini comme étant une tumeur astrocytaire maligne rapidement mortelle. Il est très méchant, il est de très mauvais pronostic. Son extension locorégionale, elle est rapide. C'est vraiment une maladie du cerveau, de tout le cerveau. Il peut survenir de façon de novo, c'est-à-dire primitive, comme il peut être secondaire à un astrocytome de grade 2 ou de grade 3 préexistant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un malade qui a été opéré précédemment dans les antécédents d'un astrocytome de grade 2 ou 3 et qui va récidiver, et il peut récidiver sous forme de glioblastome. L'âge moyen se situe entre 40 et 60 ans et le glioblastome est souvent localisé dans les hémisphères cérébraux avec une prédilection pour les lobes frontaux, temporaux et les régions profondes. Les régions profondes, c'est par exemple le thalamus. Cliniquement, rien de bien spécifique, comme dans toute tumeur du système nerveux central. L'imagerie par résonance magnétique, elle oriente le diagnostic. Elle permet d'abord de voir la localisation de ce gliome et elle montre ses caractéristiques. Alors la caractéristique la plus fréquente et la plus, évocatrice du diagnostic, c'est cette lésion hétérogène qui prend le contraste en anneau, entourée d'un œdème et qui est responsable d'un effet de masse. C'est-à-dire que quand vous avez un malade qui a ce type d'image sur une IRM, on évoque le glioblastome jusqu'à preuve du contraire. Et bien entendu, c'est la biopsie stéréotaxique et ou l'exérèse qui vont confirmer le diagnostic par un examen anapath.
Voici un exemple de glioblastome avec cette prise de contraste en anneau. Il a même un aspect dit en aile de papillon parce qu'ici, il est bilatéral, il envahit les deux hémisphères en passant par le corps calleux. Donc, c'est un glioblastome qui a envahi le corps calleux et qui est passé de l'autre côté pour envahir l'autre hémisphère. La partie blanche, c'est la prise de contraste. La partie noire au centre, c'est la nécrose. Les glioblastomes sont comme ça, ils sont nécrosés et la nécrose se trouve au centre. Et puis, vous voyez que radiologiquement, il a l'air d'être bien limité. Mais en fait, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le schéma de la configuration spatiale, il y a des petites cellules schématisées ici en blanc qui vont s'échapper de la partie vivace qui correspond à la prise de contraste ici et qui vont s'échapper tout autour pour aller diffuser loin par rapport à la partie tumorale au centre ici. Et c'est pour cela qu'on les appelle des gliomes diffus. Le glioblastome est un gliome diffus de nature astrocytaire de grade 4 et il est de très mauvais pronostic. Voici un exemple emprunté au livre de l'OMS d'ailleurs, qui vous montre l'évolution rapide de cette petite lésion qui a été vue 60 jours auparavant chez un monsieur de 79 ans et qui a vite évolué vers cette grosse image montrant cet aspect caractéristique en anneau. Donc la prise de contraste, elle se fait en anneau souvent. C'est caractéristique du glioblastome et elle est centrée de la nécrose, entourée ici par un œdème. Alors, quand on regarde le glioblastome sur le plan macroscopique, sur l'imagerie, il semble bien limité. Quand on le regarde macroscopiquement au laboratoire, quand on reçoit le spécimen, la résection chirurgicale, on observe souvent une tumeur molle, granuleuse, souvent très remaniée par de la nécrose, l'hémorragie, parfois une kystisation, et elle a une couleur grisâtre parce qu'elle est très remaniée, très nécrosée. Alors, voici l'image qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la radio, l'image en aile de papillon. Vous avez ici le glioblastome qui envahit les deux hémisphères en passant par le corps calleux et qui a cet aspect grisâtre avec des remaniements brunâtres ici hémorragiques. Vous avez ici d'autres exemples de glioblastome frontotemporal ici, temporal ici, avec un remaniement hémorragique. Vous avez ici le fameux glioblastome en aile de papillon et vous avez la possibilité d'avoir des glioblastomes du tronc cérébral. Quand on regarde au microscope le glioblastome, il s'agit d'un gliome de densité cellulaire élevée et qui présente tous les critères de malignité, c'est-à-dire des astrocytes atypiques montrant des atypies nucléaires mais aussi cytonucléaires parce qu'on peut avoir un aspect complètement dédifférencié de la cellule gliale qui commence à montrer carrément un cytoplasme comme si c'était une cellule épithéliale. D'ailleurs, on parle d'aspect épithéloïde. Le glioblastome est mitotique. Les mitoses, elles sont en nombre variable. Il montre des proliférations endothéliaux-capillaires et il montre aussi de la nécrose. Donc là, je vais vous montrer 3 microphotographies successives. Vous avez ici un glioblastome qui se présente avec cet aspect, d'abord, la densité cellulaire est très élevée.
c'est un grossissement 40, hein, c'est pour ça que vous voyez très bien le cytoplasme et les noyaux, parce que c'est agrandi à 400. Donc vous avez ce glioblastome de type épithéloïde. On dirait que les cellules, elles ressemblent à des cellules épithéliales tellement elles montrent un cytoplasme. Regardez celle-là, elle a carrément un cytoplasme abondant éosinophile avec un noyau excentré qui a une chromatine condensée au contact de la membrane nucléaire. Et vous constatez que toutes ces cellules ont des noyaux denses, ils sont hyperchromatiques. La taille est variable, on parle d'anisocariose. Même la forme est variable, on parle de pléomorphisme. Il y a même des cellules qui ont plusieurs noyaux. Il y en a une ici qui a 4 noyaux. Et le noyau, enfin, il peut être monstrueux, comme ici. Alors, il y a une mitose ici en bas, pour vous parler de l'activité mitotique. Vous avez ici une mitose en bas. Et bien sûr, quand on observe ce genre de tumeur, on fait un échantillonnage large pour tomber sur le fond fibrillaire qui atteste qu'il s'agit d'un gliome. Autrement dit, quand on a des doutes, on fait un immunomarquage par la GFAP qui permet de faire le diagnostic de gliome. Et le diagnostic de glioblastome, lui, est basé sur la présence de tous les critères de malignité que je viens de vous citer. Là, c'est une autre microphotographie sur laquelle j'ai fléché les mitoses. Il y a même une mitose ici, il y a une mitose là, il y a une mitose là. Donc sur ce champ, vous avez déjà 3 mitoses. C'est dire que l'activité mitotique peut être très élevée dans le glioblastome. Cette microphotographie vous illustre la présence de nécrose. Vous avez ici à droite la prolifération cellulaire vivace. Vous voyez les noyaux hyperchromatiques et vous voyez ici une plage une plage éosinophile avec finement, on voit que c'est finement granuleux. C'est la nécrose tumorale de ce glioblastome. La nécrose tumorale fait partie des critères de malignité dans le glioblastome. Voici une SMIR, un étalement cytologique d'un glioblastome, qui vous permet de montrer le prolongement fibrillaire qui atteste que cette tumeur est d'origine gliale. Et toutes les autres tumeurs, elles ont plutôt un cytoplasme éosinophile avec des noyaux anisocaryotiques, pléomorphes, hyperchromatiques. La microphoto de droite illustre des plages de nécrose. Les plages de nécrose, j'essaie de flécher, j'espère que vous voyez bien la flèche. Alors la flèche, elle flèche la nécrose. Et tout autour de la nécrose, vous avez les cellules tumorales qui sont disposées en palissade. Donc ici, vous avez une palissade de cellules tumorales autour de la nécrose. Vous avez une autre palissade ici autour d'un foyer de nécrose. Vous avez une autre palissade autour du foyer de nécrose. Vous avez ici une petite palissade autour d'un foyer de nécrose, etc. Donc c'est pour vous dire que la nécrose fait partie des critères de diagnostic du glioblastome. Alors, ma dernière diapo concernant les gliomes récapitule ou résume les caractéristiques moléculaires observées dans les gliomes. Alors, pourquoi le moléculaire est important? C'est parce qu'il a d'une part une valeur pronostique et d'autre part une valeur diagnostique. En pratique quotidienne, on demande dans nos panels d'immunomarquage, à part la GFAP, on demande l'IDH1 pour préciser le statut IDH des gliomes, lequel IDH1 est associé à un bon pronostic quand le gliome est IDH1
exprimé. On dit qu'il est IDH1 mutant et la littérature a montré que tous les gliomes IDH1 mutants ont un meilleur pronostic que ceux qui ne sont pas mutés pour IDH1. Donc, vous constatez que l'oligodendrogliome est codélété pour un P19Q. Il peut exprimer ou pas l'IDH et il est muté pour TERT. TERT qui veut dire télomérase reverse transcriptase. Il a une médiane de survie comprise entre 12 et 14 ans. L'astrocytome, il peut être muté aussi, il peut même ne pas être muté ou pas, mais souvent on observe une mutation du gène de l'isocitrate déshydrogénase. Il est souvent muté pour la P53. La P53 qui est un gène suppresseur de tumeur, je vous rappelle. Et dans 60 à 70% des cas, il est muté pour un gène qu'on appelle l'ATRX. Et la médiane de survie pour les astrocytomes est comprise entre 3 et 8 ans. Donc vous voyez que l'oligodendrogliome, il a une survie plus élevée que l'astrocytome. D'où l'importance de bien typer les tumeurs du système nerveux central en fonction de leur nature cellulaire et en fonction de leurs caractéristiques moléculaires. Le glioblastome, quant à lui, il a une médiane de survie à 14 mois. Donc, vous voyez que les malades ne vivent pas longtemps. Et ses caractéristiques moléculaires les plus fréquentes, c'est la perte de disque, la trisomie du chromosome 7 et la mutation de TERT. Alors, j'ai fini avec les gliomes et est-ce que vous avez des questions ou on attend la fin? Professeur, on attend la fin pour répondre aux questions. Très bien. Donc ici, je vous laisse quelques références bibliographiques et sachez que par mail, je vais vous envoyer non seulement le cours, mais aussi les objectifs du cours. Donc, je vais changer de présentation. Vous la voyez, la présentation? Oui, professeur, on la voit. Très bien. Alors, le chapitre suivant, c'est les métastases cérébrales. Les métastases cérébrales qui sont très fréquentes chez l'adulte. Elles sont observées rarement chez l'enfant. Les métastases sont définies comme étant des tumeurs dont l'origine se trouve au niveau des organes autres que le système nerveux central. Elles constituent à peu près un quart des tumeurs intracrâniennes de l'adulte. Et les cancers primitifs les plus fréquents qui ont un tropisme pour le système nerveux central, ce sont les cancers bronchiques, suivis des cancers du sein, suivis du mélanome, suivi du cancer du rein, suivi des cancers digestifs. Les signes cliniques, comme pour toute tumeur du système nerveux central, ne sont pas spécifiques. Ils sont en fonction de la localisation. L'imagerie par résonance magnétique, c'est l'examen de référence, encore une fois. Elle permet de montrer une prise de contraste, soit diffus, soit en cocarde avec un œdème périlésionnel.
Et vous constatez ici que ça peut prendre le même aspect que le glioblastome. Tout à l'heure, on a dit que le glioblastome avait cet aspect en cocarde, avec cet aspect de prise de contraste en cocarde avec œdème périlésionnel. Donc, devant cet aspect, on peut aussi évoquer radiologiquement une métastase. Et les localisations des métastases cérébrales, c'est dans 80% des cas, les hémisphères cérébraux, suivis de la localisation cérébelleuse, suivi du tronc cérébral, et on peut rarement avoir une localisation sur les méninges. L'examen macroscopique montre que la tumeur est unique, mais souvent multiple dans 75% des cas. Le nodule, il est bien circonscrit. Il est soit induré, soit mou. Il est mou parce que il y a du remaniement hémorragique, remaniement nécrotique ou remaniement kystique. Quand on observe du mucus, on évoque la métastase d'un adénocarcinome. Quand on observe dans ce nodule de l'hémorragie, on évoque le mélanome, le carcinome à cellules claires du rein et le choriocarcinome. Ce sont les trois tumeurs malignes qui occasionnent beaucoup de remaniements hémorragiques. Bien sûr, c'est évoqué macroscopiquement, mais il faut le confirmer sur l'examen de la lame au microscope. Quand on rencontre une couleur noirâtre ou brunâtre sur le nodule observé en macro, on se dit c'est probablement de la mélanine. Et enfin, quand la localisation s'observe au niveau méningé, on a soit un épaississement de la méninge, soit des nodules sur la méninge. Mais il faut savoir que les métalectoméningés sont plutôt rares. Alors, à l'examen microscopique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça reproduit grossièrement le type histologique du cancer primitif. C'est-à-dire que si c'est un cancer bronchique, ça ressemble au cancer bronchique primitif. On a exactement le même aspect microscopique au niveau cérébral, sauf qu'à ce niveau-là, il s'agit d'une métastase. Les aspects cytologiques qu'on peut observer, c'est des cellules mucosécrétantes ou des cellules chargées de pigments, comme dans le mélanome, des cellules mucosécrétantes comme dans les adénocarcinomes. Et les aspects architecturaux, ce sont soit des structures tubulaires, soit des papilles, soit des îlots cellulaires, soit des travées, soit des nappes de cellules tumorales. Donc les cellules tumorales, elles ont un agencement architectural variable en fonction du type histologique du cancer qui a occasionné la méta. On peut avoir un aspect histologique qu'on appelle atypique ou dédifférencié. C'est-à-dire que, et surtout quand le primitif est inconnu. Quand le primitif est connu, on a le dossier du malade, on sait qu'il souffre d'un cancer pulmonaire par exemple, et quand il fait une méta, on se dit c'est probablement une méta de son cancer connu. Il y a des malades qui se présentent sans primitif connu, et donc il faut essayer de voir d'où provient la métastase. Alors, dans ces cas de figure atypiques ou dédifférenciés, on est orienté par un profil immunohistochimique. Alors, voici une photo d'une métastase d'un carcinome qui ne montre aucune différenciation. Ce sont des plages de cellules de grande taille qui ont des cytoplasmes abondants. Elles sont cohésives les unes à côté des autres. Ça suggère le caractère épithélial. Elles ont des noyaux qui sont de taille variable. On parle d'anisocariose. Elles ont un cytoplasme abondant éosinophile. Et
on ne note aucune différenciation, c'est-à-dire que ça ne forme ni papille, ni tubule, ni îlot, ça n'oriente vers aucun organe particulier. On fait un immunomarquage, donc on demande un panel d'immunos, ça veut dire qu'on demande plusieurs anticorps qui vont nous orienter. Alors, dans ce cas de figure, on avait une cytokératine 7 positive. La positivité, c'est tout ce que vous voyez en brun dans le cytoplasme des cellules tumorales. Et vous avez un marquage avec le TTF1, qui est un facteur de transcription. Et par conséquent, le marquage, il est nucléaire. Donc, ce profil immunohistochimique CK7 positif, TTF1 positif, évoque une origine bronchique ou bronchopulmonaire. Et donc, dans le compte rendu ANAPAT, si le cancer primitif n'est pas connu, on oriente vers une origine pulmonaire probable et bien entendu, il faut bilanter le patient à la recherche de son primitif pulmonaire. La CK7, le TTF1 peuvent aussi être positifs dans d'autres tumeurs comme les cancers thyroïdiens. Mais là, on ne voit pas de formation de vésicules avec des colloïdes, donc là, on évoque plutôt l'origine pulmonaire. Une autre microphotographie qui montre une métastase avec une large plage de nécrose ici à gauche, en bas de la photo. Vous avez les indifférenciées. Elles sont cohésives ou dyscohésives. Elles ont des cytoplasmes abondants, éosinophiles, des noyaux hyperchromatiques, anisocaryotiques. Vous avez ici un gros noyau monstrueux. Vous avez ici un noyau moyen, un petit noyau. Donc, on parle d'anisokaryose. Et là aussi, on n'est pas orienté vers le primitif et on demande tout un panel immunohistochimique pour voir de quelle différenciation est-ce qu'il s'agit. Donc, l'immunomarquage dans les tumeurs indifférenciées, carcinomateuses ou tumorales métastatiques, ça peut aussi être un mélanome et non pas un carcinome, elle permet de préciser le type histologique de la tumeur primitive et on cède des profils immunohistochimiques. Dans les carcinomes d'origine inconnue, on a des arbres décisionnels qui permettent d'orienter vers le primitif. C'est par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, un profil CK7+, TTF1+, devant la morphologie que je vous ai montré sur la photo, oriente vers une origine pulmonaire. Le diagnostic différentiel devant une métastase cérébrale, c'est le glioblastome. Il faut faire la part des choses entre le glioblastome d'aspect pseudo-épithélial et la métastase d'un carcinome indifférencié. Il faut différencier la métastase des carcinomes des plexus choroïdes, qui sont des carcinomes observés plutôt chez l'enfant. Ils sont rares chez l'adulte et qu'on retrouve au niveau du 4e ventricule. Donc, le carcinome des plexus choroïdes, c'est une tumeur du système nerveux. Mais certaines métastases carcinomateuses montrant une architecture papillaire, elles peuvent mimer le carcinome des plexus choroïdes. Et par conséquent, il faut faire un immunomarquage pour faire la part des choses. Les tumeurs à cellules claires doivent être différenciées de l'hémangioblastomes et du méningiome. L'hémangioblastomes et le méningiome, ce sont des tumeurs du système nerveux primitives. Il faut les différencier d'un carcinome à cellules claires du rein, par exemple, d'une métacarcinome à cellules claires du rein. Et enfin, les tumeurs indifférenciées à cellules rondes doivent être distinguées des lymphomes secondaires, parce qu'il existe des lymphomes primitifs du système nerveux, et surtout des tumeurs embryonnaires du système nerveux central. Alors, la pathogénie des métastases cérébrales,
Elle rejoint la pathogénie des processus métastatiques au niveau d'autres organes. À savoir que les cellules se détachent de la tumeur primitive, elles passent par voie hématogène, donc elles passent dans le sang, elles vont s'arrêter dans le système nerveux central où elles sont extravasées, et là, elles vont commencer à croître et elles vont survivre au niveau du micro-environnement du cerveau. Alors maintenant, comment se fait-il que les cellules tumorales arrivent au niveau du cerveau alors qu'il y a une barrière hémato-encéphalique? Alors, cette énigme-là n'est pas encore bien élucidée. On ne connaît pas encore les bases moléculaires des métastases cérébrales et on ne connaît pas non plus pourquoi est-ce que possède un tropisme pour le système nerveux central plutôt que d'autres. On a déjà listé les tumeurs primitives qui ont un tropisme pour le système nerveux central. C'est par exemple le cancer du sein, que j'ai mis ici sur la plaque, mais c'est aussi le cancer bronchique, le mélanome, les cancers du rein et les cancers du tube digestif. Donc, pourquoi est-ce qu'elles arrivent à ce niveau-là alors qu'il y a une barrière hémato-encéphalique? Et pourquoi ces tumeurs-là en particulier? Là, il y a des hypothèses dans la littérature qui sont avancées, mais les bases moléculaires ne sont pas encore connues. Donc, voici pour le cours d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le cours, s'il vous plaît? Professeur, on attend 1 ou 2 minutes le temps que les étudiants tapent leurs questions. D'accord. Professeur, s'il vous plaît, en attendant, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que l'astrocytome de grade 1 ne peut pas éventuellement évoluer vers un grade 2, ensuite 3 et 4? Non. Les astrocytomes de grade 1, c'est le pilocytique et c'est une tumeur bénigne. S'il récidive, il récidive sous la même forme. Sous la forme d'astrocytome pilocytique de grade 1. Bon, déjà, est-ce que c'était assez clair? Oui, professeur, c'était très clair. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer le cours et je vais vous envoyer les objectifs du cours. Comme ça va vous aider à étudier votre module d'anapath avec plus de facilité. D'accord, professeur. Professeur, je pense qu'il n'y a pas de questions pour ce cours. Ben parfait. J'espère que ça a été clair et avec les objectifs, essayez de répondre au mieux aux questions qui peuvent être posées à l'examen. Et puis, je vais aussi vous envoyer un test. Je vais attendre peut-être la fois prochaine pour vous envoyer le test. Comme ça, je vous laisse le temps d'étudier un peu. Merci beaucoup, professeur. Très bien. Donc, on se revoit mercredi prochain? Oui.
en espérant qu'il n'y aura pas de problème informatique encore une fois. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, professeur. Au revoir. À très bientôt, à mercredi.